Et bonjour Caroline. Bonjour. Vous recevez ce matin Agnès Buzyn. Oui, la ministre de la Santé, alors vous le savez, elle est toujours aux prises avec la colère des professionnels de santé, mais une bonne nouvelle malgré tout pour son ministère, elle a passé la loi PMA sans trop de difficultés. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Je vais commencer avec une citation. Le voile n'est pas souhaitable dans notre société, ce n'est pas une chose à encourager car ce que cela dit de la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs. C'est du Blanquer. Vous auriez pu dire cette phrase-là comme ça? Je pense que le Premier ministre a rappelé la ligne. Nous avons une loi aujourd'hui, une loi sur la laïcité, et nous avons à tenir la ligne de cette loi parce qu'elle nous a protégés depuis plus d'un siècle maintenant, et nous y tenons. Et puis le Premier ministre a rappelé qu'il y a un cap qui est vraiment la lutte contre le communautarisme, donc quelque part ces femmes sont en partie victimes pour certaines d'entre elles, et d'autres sont plus prosélytes, on en est bien d'accord. Donc aujourd'hui la lutte contre le communautarisme doit être notre priorité. Le voile, évidemment, donne une conception de la femme qui n'est pas celle que la société française revendique, qui est une conception de l'égalité. C'est le cas de beaucoup de religions quand elles s'expriment de façon rigoriste. Et donc, en réalité, le problème est plus celui de l'égalité homme-femme que celui Ça veut d'une dire que vous religion en auriez pu particulier. souscrire à la phrase de Jean-Michel Blanquer? Elle vous met mal à l'aise? Elle me met mal à l'aise Pourquoi? parce que en réalité, c'est un débat qui mérite du temps. Et que quand on le simplifie en une phrase, on peut stigmatiser des personnes, ça n'est pas le choix que nous voulons, que nous avons. On peut stigmatiser une religion, ça n'est pas non plus le choix que nous faisons. Et nous avons pour autant un problème de communautarisme qu'il faut évidemment traiter. Donc moi je trouve que de se lancer des slogans, en réalité, nous met tous dans une forme de radicalité qui ne traduit pas la complexité de la situation entre les femmes qui subissent, les femmes qui en font un acte politique. Et donc, en réalité, c'est une diversité de situations que nous avons à traiter. Donc, ne traitons pas le symptôme, une femme voilée, traitons la cause, qui est une forme de prosélytisme ou de communautarisme dans certains quartiers. Peut-être qu'il faudrait un vrai discours présidentiel pour prendre le temps. En tous les cas, c'est clairement un sujet de notre société que nous avons à traiter. Les retraites. Le 5 décembre sera vraisemblablement une journée noire. Les syndicats ont rejoint l'appel à la grève illimitée lancé par la RATP. Est-ce que vous étudiez, comme l'a révélé les Échos ce matin, des scénarios retardant la mise en œuvre de cette réforme? On l'a annoncé depuis le début. Cette réforme ne peut pas s'appliquer en 2025 pour l'ensemble de la société française. Nous savons que pour certaines professions qui ont des régimes, soit des régimes spéciaux, soit des régimes autonomes, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intervention de l'État, nous avons besoin de temps pour amener certains régimes vers le régime cible. Donc ce que nous sommes capables de définir aujourd'hui, c'est le régime idéal, le régime cible qui a été présenté par le haut-commissaire. Et maintenant, nous travaillons sur des durées de transition et des accompagnements, profession par profession, pour rapprocher leur régime actuel du régime cible. Par exemple, réserver la réforme aux nouveaux entrants sur le marché du travail, est-ce que ce n'est pas ça la bonne solution? Ça serait très simple. Ça éviterait effectivement d'avoir des tensions ou des inquiétudes de certaines professions. Ça nous obligerait à garder 42 régimes pendant 70 ans, en réalité. Ça n'est pas la bonne option pour vous? C'est-à-dire que c'est, d'une certaine façon, amener à ce que la réforme s'applique à la fin du siècle. Parce qu'il va falloir garder 42 régimes pendant toute la durée d'activité et au-delà, évidemment, pour payer les pensions de retraite. Donc, peut-être que certains en rêvent. Ouais. Je pense que ce que nous proposons, c'est-à-dire de travailler sur des périodes de transition qui peuvent aller jusqu'à 10-15 ans pour certaines professions et qu'on accompagne avec des mesures de compensation, peut permettre d'arriver au régime cible plus tôt. Mais sur la manière de conduire cette réforme, on voit bien qu'il y a des crispations qui s'expriment très clairement avec ce mois de décembre qui risque d'être un peu compliqué à gérer pour le gouvernement. Si on fait un parallèle avec la réforme que vous avez conduite sur la PMA, quelles leçons vous tirez sur la manière de réformer? Est-ce qu'on peut passer
cette réforme s'il y a des résistances trop nettes, trop claires dans le pays? Ça nécessite une co-construction des mesures de transition et des compensations. Moi, je crois qu'on peut y arriver, mais ça nécessite évidemment du travail. C'est ce que fait le haut-commissaire aujourd'hui, en travaillant avec des centaines de réunions, branche par branche, pour essayer de comprendre où se situent les crispations. Est-ce que c'est le taux de cotisation? Est-ce que c'est le taux de rendement? Est-ce que voilà, il y a pour chaque régime des difficultés particulières très différentes. Il travaille à chaque point. Donc c'est jouable dans les délais si on continue avec cette méthode-là? Oui, parce qu'on a encore jusqu'en 2025 pour travailler avec les différentes professions pour aboutir à un schéma qui leur corresponde. Alors sur l'hôpital, vous avez reconnu un problème de rémunération. Dans l'hôpital, certains y ont vu un premier pas. Quels sont les personnels prioritaires à vos yeux quand on parle de rémunération? Les bas salaires. Évidemment, nous avons un problème de rémunération au-delà de l'hôpital. Nous avons un problème de rémunération des métiers du grand âge, des aides-soignantes notamment, mais aussi des aides à domicile. Alors comment y répondre dans un délai raisonnable? C'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, nous y répondons d'abord en travaillant sur une meilleure attractivité des carrières, par des perspectives d'évolution dans la carrière. Nous avons évidemment un sujet à l'entrée des carrières. Et donc aujourd'hui, mon ministère s'attelle à ce problème. Ça veut dire quoi, mon ministère s'attelle à ce problème? Nous avons un groupe de travail sur les métiers du grand âge qui est mené par Myriam El Khomri et qui me rendra un rapport à la fin de l'année qui traitera essentiellement du sujet des aides-soignantes, qui est un vrai sujet dans notre société. Ce sont souvent des femmes, souvent précaires, avec des tout petits salaires. Et donc là, nous avons vraiment à les accompagner pour rendre de nouveau ce métier attractif. Celles qui le font ont du sens dans leur activité professionnelle. Elles trouvent du sens dans ce métier de l'aide et de l'accompagnement. Et donc, il faut qu'on arrive à le valoriser. Des chiffres qui sont publiés par votre ministère ce matin, près de 4200 lits supprimés en 2018. C'est pas ça le problème? Alors, il y a des lits qui peuvent être supprimés dans certains hôpitaux où l'activité a diminué parce qu'il peut y avoir des dépeuplements dans certaines régions de France. On sait ce qu'on appelle la déprivation démographique, c'est-à-dire qu'en réalité, la population vieillit, elle est peu dynamique et donc en réalité, il y a moins de besoins. Nous avons besoin d'ouvrir des lits dans des grandes villes où au contraire, il y a de l'afflux de personnes. Je pense à la région de Montpellier. Montpellier est une région très dynamique. On ne va pas fermer des lits dans ces régions-là. Et puis, il y a le virage ambulatoire qui a été pris dans tous les pays du monde. Mais je l'ai dit, la fermeture des lits n'est pas un sujet, ça n'est pas une volonté du ministère de la Santé. Moi, je suis prête à réouvrir des lits partout où il en manque et j'ai demandé aux hôpitaux qui ont des services d'urgence, par exemple, de me faire remonter les besoins pour qu'on puisse réouvrir les lits d'aval. Très vite, parce qu'il y a une inquiétude. Les bilans sanguins des pompiers qui sont intervenus à Lubrizol font apparaître, selon Le Monde, des résultats anormaux pour le foie, avec des niveaux de transaminase 3 fois supérieurs à la normale, ainsi que des perturbations au niveau de la fonction rénale. Que savez-vous de ces analyses? Rien, je n'en sais rien. Ce sont les médecins du travail de ces pompiers qui, évidemment, sont capables de dire si ces pompiers, par exemple, prenaient des médicaments. Donc ça, c'est visiblement une analyse de sang qui a été faite juste après l'événement. Et on attend de savoir, d'après ce que j'ai compris, puisque ce n'est pas mon ministère qui les suit, c'est vraiment la médecine du travail, de refaire un prélèvement un mois après qui permettra de voir si c'était passager ou s'il y a une toxicité réelle de l'événement. Merci beaucoup, Agnès Buzyn. C'est à vous, Laurent. Merci, bonne journée à vous, mesdames.